La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane du Gabon, de toute l'Afrique, du reste de la planète. Bon confort d'écoute sur la radio au service du développement. La station s'appelle Radio Nour. Assalamu alaikum. L'émission, c'est bien sûr francophone d'ici et d'ailleurs. La mise en monde est assurée ce matin par Axel Kumba et Ida Ibinga. On dit encore merci à cette jeune équipe pour avoir actualisé ce jingle, pour avoir actualisé ces chiffres, parce qu'aujourd'hui nous sommes effectivement 300 millions, environ plus de 300 millions déjà de locuteurs francophones dans l'espace, bien sûr qui parlent, qui partagent cette langue, la langue française. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, je le rappelle encore, assalamu alaikum à tous les auditeurs, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique, mais surtout bon jeûne du mois béni de Ramadan. Nous sommes sur les 95 FM, je le disais tout à l'heure, la radio c'est la 95 FM, la Radio Nour. Vous écoutez en direct votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. À la présentation bien sûr, Maël Manomba de Mouabi. L'espace francophone à l'honneur aujourd'hui. Nous n'allons pas vous présenter un espace francophone, donc un pays, comme à chaque numéro, avec l'instrumental de l'hymne national, non. À l'occasion du mois béni de Ramadan, nous allons faire le tour des 10 villes d'Afrique, capitales de la culture islamique. La Radio Nour, c'est la passion du savoir. L'actualité de l'espace francophone. Aujourd'hui, nous allons parler de l'OIF à Genève qui va célébrer la 7e édition. Oui, c'est bien la 7e édition du grand concert de la francophonie. Des mots et des origines, votre rubrique, vous aimez tant, la dernière de l'émission. Des mots et des origines, nous allons écouter l'écrivain Jean Pruvot qui revient sur l'apport de la langue arabe à la langue française. Les petites annonces du monde francophone, nous allons vous donner cette annonce tout à l'heure pour vous rappeler simplement, si vous avez déjà certainement l'information ou si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller sur le site officiel de l'OIF parce que le bureau de Paris est à la recherche d'un directeur ou d'une directrice de la communication. Bon, j'aurais bien voulu bien postuler, mais bon. Alors, on évolue simplement tout de suite juste derrière la transition pour dérouler ce magnifique programme.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manomba. Auditeurs de Radio Nour, vous êtes bien en présence, vous êtes bien câblés sur la meilleure des stations, la Radio Nour. Que serait la France et sa langue française sans l'Afrique? Il faut toujours rappeler que le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée du monde, avec 300 millions aujourd'hui, c'est les chiffres de locuteurs. Le français est la 2e langue apprise comme langue étrangère après l'anglais. Le français est également la 3e langue des affaires dans le monde. Toujours rappeler que le français est la 4e langue d'Internet et nous sommes aujourd'hui plus de 300 millions d'apprenants du ou en français. Alors tout de suite, on va vous emmener à travers ce reportage revivre l'ambiance du côté de l'ambassade du Gabon en France. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la francophonie. Je vous invite à suivre ce reportage, bien sûr à travers cet élément sonore, si la technique est prête. Chers amis de la francophonie, ma langue française, c'est cette langue qui unit les 88 États et gouvernements membres de la francophonie autour de valeurs partagées et de défis à relever ensemble. En tant que secrétaire général de la francophonie, je veux que nous menions ensemble des actions concrètes et réalistes pour un repositionnement de notre langue commune. Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française. Ensemble, nous pouvons partager beaucoup plus. Et tout cela en français, s'il vous plaît. L'idée qu'a eu l'ambassadeur du Gabon de faire la présentation de l'ouvrage Francophonie en procès et de Molière et Charazade de Fawzia Zouari, les deux interpellent la langue française, l'une de l'intérieur, l'autre de l'extérieur. Et faire ça aussi à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, la semaine de la francophonie et du 20 mars, c'était pour nous une occasion toute particulière. Parler de la langue française pour dire ce n'est pas une trahison vis-à-vis des siens quand on vient de l'étranger. Ce n'est plus la langue du colonisateur, que nous avons fait en sorte que cette langue nous appartienne. Elle appartient à un continent qui est l'Afrique et qu'il faut s'éloigner du centre, ou du moins il n'y a plus de centre et de périphérie. Voilà, c'est un peu libérer la langue française et nous émanciper, nous, Arabes et Africains, vis-à-vis de cette langue, en disant il faut oublier les passifs de l'histoire et s'approprier le français. Ce qui m'a intéressée, c'est justement cette approche gabonaise pour la langue française. Et j'ai parlé d'une exception gabonaise dans la mesure où elle considère que cette langue francophone et son
sa langue officielle, que c'est la langue de son unité nationale, et moi je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a pu passer outre tous les délits et tous les passifs liés à cette langue pour dire, voilà, c'est la mienne. Je trouve qu'il y a un esprit souverain là-dedans, une dynamique identitaire qui est tout à fait moderne et moderniste et que j'apprécie beaucoup. C'est surtout les interrogations que s'est posées l'auteur, Mme Faouzia. Donc des interrogations auxquelles on n'y avait pas pensé avant de venir ici. Et on repart maintenant avec ces interrogations qui appellent d'autres interrogations encore. Et j'étais en charge de la présentation du livre « C'est un essai » de Faouzia Zouahiri qui s'intitule « Molière et Scheherazade ». Alors dans la présentation de ce livre, j'ai voulu faire ressortir, on va dire, deux choses. La première chose, c'est l'idée selon laquelle on n'est pas obligé d'avoir une relation d'opposition à la francophonie. On peut sortir de ce que j'appelle le sanglot du colonisé. On peut ne pas seulement considérer la francophonie comme étant la langue de l'ancien colonisateur, mais peut-être, comme le disait le président Senghor, comme un trésor, n'est-ce pas, que nous avons trouvé dans les décombres de la colonisation. On a essayé de démystifier l'idée qu'il y a nécessairement une identité liée à la langue, mais qu'au contraire, la langue peut être une espèce de véhicule qui permet de se comprendre en habitant de territoires différents et de redonner un sentiment d'unité par-delà les langues vernaculaires, etc. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Une langue n'est pas une essence, c'est-à-dire une idée éternelle qui ne change pas. Et une identité aussi, c'est peut-être ça l'acquisition, une identité non plus n'est pas quelque chose de définitif. Et donc forcément, on peut parler la langue française, mais être gabonais, on peut parler l'anglais, mais être gabonais, on peut parler d'autres langues. Donc et on peut même parler nos langues traditionnelles et continuer à être gabonais. La vraie question, c'est que finalement, comme notre identité, tout cela est fluctuant. Et c'est à nous, justement, à nous organiser. C'est une construction de tout individu comme d'un pays pour, au fond, construire son identité. On a aussi posé la question de la langue par rapport à la littérature et la possibilité pour les femmes de se réaliser à travers la littérature en s'appropriant une langue acquise ou une langue vernaculaire, peu importe, mais en tout cas d'agir comme ça. Donc si vous voulez, j'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est qu'après plusieurs discussions, nous pouvons retenir que la langue française, c'est la langue de plusieurs territoires et que la langue française permet de faire dialoguer toutes nos diversités et que chacun aussi de nous, chaque individu avait sa langue qui est symbole de son identité. Et donc c'est parce que nous avons cette langue en partage que nous parvenons à faire dialoguer ces identités et ces diversités et à construire le monde. Donc la langue française, pour moi, peut être considérée comme une langue d'intégration de différentes cultures, mais aussi une langue de développement. Et j'étais contente d'être à l'ambassade du Gabon parce qu'avant d'être une ambassade, pour moi, je suis dans un petit territoire gabonais que je ne connais pas, un pays dans lequel là, j'estime être pendant quelques heures, et c'est bon. L'ambassade du Gabon s'est inscrite résolument dans la promotion des activités scientifiques et culturelles, c'est une bonne chose. L'année dernière, déjà ici, j'avais fait une communication dans le cadre de la journée de la francophonie. Il y a eu d'autres événements, notamment l'anniversaire de la mort du premier président du Gabon. Nos ambassades doivent être de plus en plus des lieux culturels et je salue donc fortement cette initiative. Le fait que ça se passe dans une ambassade, c'est extraordinaire parce que ça montre qu'il y a une volonté politique. Et c'est beaucoup mieux ainsi parce que ça donne, si vous voulez, à ce combat une dimension politique dont il a absolument besoin. Donc je trouve ça une initiative extrêmement heureuse. La francophonie se joue pas seulement en France, elle se joue dans nos pays, mais elle se joue donc dans les ambassades. Les ambassadeurs de nos pays sont aussi des ambassadeurs de la francophonie. Et c'est pour ça que je suis fier d'avoir participé à cette manifestation ici, à l'ambassade du Gabon. Et je suis un homme satisfait puisque l'administrateur de l'OIF était présent, la directrice de l'OIF en charge des questions de la langue française et de la culture, et puis une demi-douzaine d'ambassadeurs, ce qui n'est pas rien, et d'autres représentants du corps diplomatique.
on peut dire par cette présence et surtout par la richesse de contenu que ça a été une réussite. Nous pensons que comme l'année dernière, comme cette année, si Dieu nous prête vie, il serait bon que l'année prochaine, nous puissions encore organiser un événement similaire, puisque, comme les gens le savent, nous ne sommes pas seulement la haute représentation du Gabon en France, mais nous sommes aussi la représentation permanente du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc il était tout indiqué que nous puissions organiser un événement à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la francophonie et de la Semaine de la langue française. À l'instant, son Excellence M. Flavien Enongwe, ambassadeur haut représentant du Gabon en France. Un trésor trouvé dans les décombres de la colonisation. C'est bien sûr la langue française. C'est Senghor qui l'a dit. Alors on dit merci encore à toute cette équipe qui a réalisé cet élément sonore, ce reportage que vous venez d'écouter à l'instant. Alors, il faut aussi savoir, auditeurs de Radio Nour, si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, il faut savoir que la radio et la télévision Nour met à votre disposition des supports, donc des clés USB d'une grande capacité, c'est près de 8 gigas, avec un maximum d'informations relatives à notre élévation spirituelle. Donc nous avons des prêches, des invocations, des prédications des imams. Je vous laisse écouter l'élément sonore qui suit pour en savoir plus. Pour ce Ramadan, la radio-télévision Nour met à votre disposition des clés USB de 8 Go personnalisées aux couleurs de Nour, comprenant des invocations, des prêches, la lecture du Coran, complet en français arabe et en arabe complet, ainsi que les rappels d'ici et d'ailleurs, sans oublier les émissions religieuses musulmanes. Pour toutes vos commandes, appelez au 07 41 15 10. Nour TV au service du développement. Voilà, à l'instant, il fallait bien que je me plie à ce devoir de vous rappeler, de vous donner cette information que la radio et la télévision Nour met à votre disposition ces supports de communication là, pour vous permettre de rester bien connectés, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Alors, toujours pour rester dans cette ambiance, on se fait ce voyage à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Nous allons faire le tour de l'espace francophone à l'honneur et aujourd'hui, comme annoncé, nous allons vous présenter un espace francophone, mais à l'occasion du mois, comme je vous dis, nous allons faire le tour des 10 villes d'Afrique, capitales de la culture islamique. Alors, il faut également savoir que chaque année, depuis 2006, l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. Il faut savoir que chaque année, depuis 2006, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, on va dire que c'est l'équivalent de l'UNESCO, sélectionne une ville d'Afrique ainsi qu'une ville d'Asie et une autre du Moyen-Orient en tant que capitale de la culture islamique. Une belle occasion de célébrer la culture islamique contemporaine et de découvrir des trésors historiques méconnus du grand public. Alors Cotonou, la plus grande ville du Bénin, qui portait autrefois le nom de Dahomey, est la capitale de la culture islamique pour la région Afrique. Pour la région de l'Afrique, c'était en 2015. Voilà, donc on a la région de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient. Et en 2015, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture avait désigné Cotonou comme capitale de la culture islamique. Alors à Cotonou, il faut savoir que la grande mosquée de Cotonou, oui, à Cotonou, donc c'était au Bénin en 2015, Porto Novo
est peut-être la capitale officielle du Bénin, mais il faut beaucoup dire que Cotonou est le véritable cœur battant du pays. Elle est connue pour être le berceau du vaudou peut-être, mais le Bénin aussi est un pays où l'islam est pratiqué par plus d'un tiers de la population. Oui, l'islam est pratiqué au Bénin par plus d'un tiers de la population. Il faut aussi savoir qu'avec ses 2,2 millions d'habitants, Cotonou compte de très nombreuses mosquées, dont 12 réservées à la prière du vendredi. Elle est un véritable symbole pacifique et interreligieux. La grande mosquée qui peut accueillir, tenez-vous bien, 30 000 fidèles, côtoie la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde et chacun fréquente les lieux édifices avec le même respect. Oui, respect. Et en 2014, en 2014 avait été organisée une session de dialogue interreligieux en présence notamment du cardinal Jean-Louis Toro, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ça, c'était à Cotonou. Il faut aussi savoir qu'à Ouagadougou, donc c'est la seconde ville, donc dans le top 10 des 10 villes. Hein. On l'a dit tout à l'heure, les 10 villes d'Afrique, capitale de la culture islamique. Cotonou, donc on va maintenant au Bénin, au Burkina Faso. Alors c'est à Ouagadougou, du côté du Burkina Faso, en 2014. C'était la capitale, c'est la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, et elle est plus grande, c'est la plus grande ville du Burkina Faso. Ouagadougou est comme on l'appelle parfois Ouaga. Elle a été occupée par les Français en 1896. Oui, en 1896, et elle a gagné son indépendance en 1956. La ville a été érigée au XIIe siècle environ et elle est devenue au XVe siècle la capitale de l'empire Mongo-Nada. L'islam du côté de Ouagadougou, donc au Burkina Faso, l'islam a été introduit dans cette région au 9e siècle de l'Hégire, disons à peu près au 15e siècle du christianisme, avec l'extension des routes commerciales de Tombouctou, Mali, au nord des forêts tropicales. Et c'est à peu près 60% de la population burkinabé qui est musulmane. Ouagadougou compte un grand nombre de mosquées, oui, et de monuments architecturaux dans le palais de Mongo-Nada. Mongo-Nada, c'est le chef traditionnel peuple Mossi, le musée de l'art africain, oui, et une université fondée en 1974. Bien qu'elle ne soit pas une grande destination touristique, des attractions comme le Festival panafricain du cinéma et de la télévision, il s'agit bien sûr du FESPACO, attire le public du côté de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, et en 2014 pour l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, elle était la 9e ville capitale de la culture islamique. On poursuit notre top 10 juste derrière la transition. Alors de retour sur la Radio Nour, sur la 95 FM. Si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, vous écoutez la Radio Nour. L'émission s'appelle Francophone d'ici et d'ailleurs. Elle est bien en direct. À la présentation, Maël Manomba de Moabi, et la mise en onde est assurée par Axel Kumba aux côtés d'Ida Ibinga. Nous sommes en train d'évoluer dans notre top 10 des capitales, les capitales et 10 villes capitales de la culture islamique d'après l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. Après Ouagadougou, je vous emmène au Nigeria. C'était en 2013, elle avait été choisie donc comme capitale de la culture islamique. Alors au Nigeria, il s'agit de la porte du palais de l'émir. C'est à Kano. Alors à Kano au Nigeria, il faut savoir que c'est la deuxième ville du Nigeria. Kano est la capitale de l'État de Kano au
au nord du Nigeria. C'est une région historique ancrée dans la riche tradition islamique. C'est donc sans surprise que l'Institut des sciences islamiques, donc l'ICESCO, a choisi la ville comme capitale de la culture islamique en 2013. Il faut aussi savoir que cette ville s'est fortement développée au fil des siècles grâce à sa situation géographique, ce qui lui a permis de devenir l'une des principales routes commerciales en Afrique. Une expansion qui a eu lieu au XVe siècle et qui a permis aux scientifiques et aux savants arabes d'apporter une influence arabo-islamique. Entourée par des remparts disséminés et d'inspirantes marocaines, la ville offre une grande diversité d'architecture islamique à admirer. Parmi ces monuments, on a la grande mosquée et le palais de l'émir, qui est la maison de la deuxième plus haute autorité islamique du Nigeria. La première dynastie de Kano fut instituée par le prince Bagouda, dont certains écrits historiques indiquent qu'il s'agissait d'un roi musulman du nom de Daoud. De Baoud. Et il faut aussi savoir que certains de ces hommes portaient des noms arabes tels que Mohamed, Ibrahim, Moussa et Abdou Bark. Puis certains encore, il faut aussi ajouter que cette fois, les rois de la dynastie Aoussa se sont convertis à l'islam en 1800 et ont fait la religion principale. Donc ils ont fait de l'islam la religion principale. Aujourd'hui, le pays est le plus peuplé d'Afrique avec 162 millions d'habitants. Ce sont les chiffres de l'année 2011. Le Nigeria compte entre 45,5% et 50% de musulmans. Assalamu alaikum à toute la communauté nigériane du côté de Libreville du Gabon. Et même, pourquoi pas, pour ceux qui vont suivre cette émission sur notre chaîne en ligne. Avant de revenir, nous vous annonçons déjà que nous allons parler tout à l'heure de la grande mosquée de Niamey. Oui, Niamey, c'est bien la République, la capitale de la République du Niger. Et en 2012, par l'organisation, toujours rappeler qu'il s'agit de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture qui a fait son top 10 des capitales de la culture islamique. Et tout à l'heure, nous allons revenir déjà sans transition, vous parler de Niamey. Alors, il faut savoir qu'elle a été fondée pas au 15e, mais au 18e siècle. Oui, au 18e siècle, Niamey est rapidement devenue une puissance économique, endossant en 1929 ainsi le titre de capitale du Niger, le pays qui compte 95% de musulmans. Assalamu alaikum encore à toute la communauté. Je salue tous les ressortissants du Niger du côté du beau séjour à Niali. Assalamu alaikum. Il faut ajouter qu'elle a été longtemps, donc elle longe le fleuve du Niger, la capitale longe le fleuve du Niger, et la capitale peut se targuer d'être une communauté religieuse tolérante. Oui, où vivent en parfaite entente les catholiques, les adeptes de diverses traditions et les musulmans. La grande mosquée au dôme émeraude, c'est une très belle mosquée. Elle est certainement l'une des principales attractions du Niamey, alors que le musée national du Niger est l'une des plus impressionnantes en Afrique de l'Ouest. Assalamu alaikum encore à vous tous qui revenez de cette belle région de l'Afrique, à tous les ressortissants du Niger. Assalamu alaikum également, on va commencer par son excellence l'ambassadeur et à tout le corps diplomatique accrédité à Libreville au Gabon.
francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Voilà, auditeurs de Radio Nour, toujours ensemble jusqu'à la fin de ce programme. Mais avant de poursuivre le top 10 de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, qui sélectionne une ville d'Afrique ainsi qu'une ville d'Asie et une autre du Moyen-Orient en tant que capitale de la culture islamique, après avoir présenté la ville de Niamey qui a été sélectionnée en 2012 et avant de présenter celle de Conakry et sa belle mosquée Faisal à Conakry, je vous laisse encore écouter ce communiqué de la radio et de la télévision Nour pour vous rappeler que nous avons vos clés USB à notre disposition et vous êtes attendus pour venir récupérer vos clés USB, bien sûr, à travers le 88 17 ou alors le numéro mis à la disposition dans le communiqué qui suit. Pour ce Ramadan, la radio-télévision Nour met à votre disposition des clés USB de 8 Go personnalisées aux couleurs de Nour, comprenant des invocations, des prêches, la lecture du Coran complet en français arabe et en arabe complet, ainsi que les rappels d'ici et d'ailleurs, sans oublier les émissions religieuses musulmanes. Pour toutes vos commandes, appelez au 07 41 15 10. Nour TV au service du développement. Pour ce Ramadan, la radio-télévision Nour met à votre disposition des clés USB de 8 Go personnalisées aux couleurs de Nour, comprenant des invocations, des prêches, la lecture du Coran complet en français arabe et en arabe complet, ainsi que les rappels d'ici et d'ailleurs, sans oublier les émissions religieuses musulmanes. Pour toutes vos commandes, appelez au 07 41 15 10. Nour TV au service du développement. Voilà, nous sommes encore en direct jusqu'à la fin de ce programme et nous déroulons toujours notre top 10 de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture qui sélectionne une ville d'Afrique. C'est bien sûr à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Nous avons légèrement modifié notre programme francophone d'ici et d'ailleurs pour vous faire visiter ces 10 villes africaines sélectionnées par l'ICESCO. Alors à présent, nous sommes à Conakry, donc dans la République de Guinée, et nous allons présenter la mosquée Faisal, c'est à Conakry. Il faut savoir que Conakry est une ville portuaire d'Afrique de l'Ouest qui fait face à l'océan Atlantique. Elle compte parmi les villes les plus importantes d'Afrique. Elle se situe sur la presqu'île de Kaloum, qui se divise en 5 communes, notamment Kaloum, Dixim, Ratoma, Taman ou Matam et Matoto, formant la région de Conakry. La ville de pêcheurs et folklore riche, donc c'est une ville de pêcheurs folklore riche, le peuple Soussou, à tous les Soussous, assalamu alaikum. Les habitants de Conakry restent attachés à leur culture et à leurs rituels ancestraux, même si la plupart sont aujourd'hui musulmans ou chrétiens. Sur le plan national, il faut savoir que l'islam est pratiqué par 84% de la population et le christianisme par 11% seulement. Alors, après vous avoir présenté Conakry avec sa mosquée Faisal,
Nous allons évoluer avec à présent aller du côté des îles, toujours sur le continent noir, mais dans l'Union des Comores, à Moroni. Oui, et là on va parler de la mosquée de Vendredi, c'est à Moroni, et elle a été choisie donc en 2010 comme capitale de la culture islamique. Moroni est la capitale à la fois politique, économique, commerciale et touristique. Elle est administrée de l'archipel comorien. Les Comores est un groupe de petites îles volcaniques entre Madagascar et le Mozambique. Bien sûr, il faut bien situer géographiquement. Et il faut savoir que Moroni, la capitale, a une population à majorité musulmane sunnite. Le quartier de Médine, c'est un quartier à Moroni, attire les gens avec ses petites allées à travers les anciens bâtiments arabes. Les mosquées y sont nombreuses, mais la plus historique est la mosquée de Vendredi. Elle a été construite en 1427 et elle donne sur le port de la baie. Elle a été construite avec une architecture arabo-chirazienne. Elle fait partie des sites touristiques importants de la ville. Nous poursuivons notre top 10 à la découverte des villes, les 10 villes africaines sélectionnées par l'organisation de la culture islamique. Donc, on va parler à présent de la grande mosquée de Djamena. Djamena, c'est bien sûr au Tchad. Et elle a été choisie, c'était en 2009. Oui, il faut rappeler, si seulement vous prenez l'émission à l'instant, que l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, il s'agit bien sûr de l'ICESCO, sélectionne une ville d'Afrique ainsi qu'une ville d'Asie et une autre du Moyen-Orient en tant que capitale de la culture islamique. Et en 2009, la capitale de la culture islamique, c'était Djamena, République du Tchad. Alors, Djamena, c'est bien sûr la capitale tchadienne et la capitale du Tchad, donc qui est bien Djamena. Elle est la plus grande ville du pays. Sa position centrale, au carrefour des pistes caravanières du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest, en a fait une grande cité culturelle, route obligée des pèlerins africains vers la Mecque. L'islam s'y est introduit au XIe siècle. Aujourd'hui, majoritairement musulman pour 53% de la population, le Tchad est resté un pays qui cohabite où cohabitent plusieurs religions dont la plus grande tolérance, avec 34,7% des Tchadiens qui pratiquent le christianisme et 7% de Tchadiens qui pratiquent l'animisme. Alors, on peut également apprécier l'aspect culturel, donc le patrimoine culturel tchadien à travers ces mosquées, ces nombreuses mosquées d'ailleurs, et ces fortifications, ces mausolées aussi, et ces milliers de manuscrits arabo-islamiques dédiés à l'algèbre, à la zoologie aussi et à l'astronomie, sans oublier l'algèbre, la zoologie, en passant par le droit musulman, oui, le droit musulman et coutumier, sans oublier la théologie. Après vous avoir présenté la capitale de Djamena, en République tchadienne, cette capitale sélectionnée en 2009, nous allons évoluer pour vous présenter à présent la République de Djibouti, mais plutôt la capitale, donc les mosquées Amoudji et Djibouti. Voilà, donc dans ces grandes mosquées, la mosquée Amoudji, située dans la capitale Djibouti, donc Djibouti ville, la République de Djibouti, oui, c'était en 2008. Il faut savoir que Djibouti-Ville, située sur la mer Rouge, oui, est une ville cosmopolite qui s'est libérée de la colonisation française en 1977. Cette histoire
où on la retrouve aussi aujourd'hui dans l'architecture à travers ses arcades mauresques et ses cafés parisiens. Au cœur de ces mélanges qui confèrent à Djibouti ce style si singulier, trône tout de blanc vêtu la belle et grande mosquée Hamoudi, construite en 1906 par Hadj Hamoudi. Elle est sinon l'un des monuments islamiques le plus important d'Afrique, la mosquée Hamoudi. Alors, la mosquée Hamoudi. Alors, après vous avoir présenté la mosquée Hamoudi du côté de Djibouti, nous allons poursuivre notre top 10. Et là, nous repartons en Afrique de l'Ouest pour atterrir dans la belle et grande République du Sénégal pour visiter la mosquée de Ouakam. C'est à Dakar, au Sénégal. Et elle a été sélectionnée en 2007. Il faut savoir qu'elle est considérée comme le Paris de l'Afrique de l'Ouest, Dakar, cette belle Dakar. La capitale du Sénégal est une ville fascinante et tolérante, composée de différents groupes ethniques et religieux. Dakar est très apprécié des touristes pour ses quartiers pittoresques, sa situation colorée et sa culture. Il faut ajouter que l'île de Gorée, située dans la baie de Dakar, est le lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Elle a été l'un des tout premiers lieux à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en 1978. On revient derrière la petite transition encore pour poursuivre notre top 10. Et là, nous allons aller du côté de Tombouctou. C'est quelque part au Mali. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manon. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Tous francophones et fiers de l'être. Alors nous poursuivons notre top 10 des villes sélectionnées par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture qui sélectionne une ville d'Afrique ainsi qu'une ville d'Asie et une autre du Moyen-Orient en tant que capitale de la culture islamique. Alors notre top 10 aujourd'hui, nous sommes à présent en République du Mali et c'était en 2006 que la République du Mali, donc notamment la ville de Tombouctou, avait été sélectionnée donc en 2006 comme capitale de la culture islamique. Il faut savoir que Tombouctou, quand on parle de Tombouctou, on voit la mosquée de Sankoré. C'est à Tombouctou. Tombouctou est sans aucun doute la grande capitale intellectuelle du continent africain durant son âge d'or, c'est-à-dire au 15e siècle, tous les intellectuels musulmans se rassemblaient à Tombouctou. On va dire que c'était un peu l'Harvard, voilà, Francfort, une grande université. Donc c'était l'Harvard du 15e siècle sur le continent africain. Bon, pour moi, Harvard, c'est, on va dire, le summum. Donc c'était Harvard, on retient ça. Et la prestigieuse université coranique de Sankoré et les impressionnantes mosquées qui embellissent la ville laissent imaginer son importance et son impact sur le monde musulman au siècle passé. Donc à cette époque-là déjà, vous imaginez un seul instant que cet espace, cet environnement, cette ville, la ville de Tombouctou était un véritable centre culturel pour tous les passionnés de la religion musulmane, mais surtout pour toute la communauté intellectuelle de ce siècle, sinon de ces siècles. Le 25 janvier 2015, la bibliothèque Ahmed Baba a été incendiée
par des djihadistes, malheureusement. Fort heureusement, oui, la plupart des manuscrits anciens datés du XVIe siècle ont été sauvés. Tombouctou détient la clé de la découverte de l'histoire intellectuelle, spirituelle de l'Afrique et n'est pas prête de la perdre à condition que chacun prenne conscience de la valeur inestimable de son patrimoine. Encore beaucoup de sagesse à tous les détenteurs, à tous les gardiens du temple de Tombouctou pour que cette culture ne disparaisse pas. Oui. Assalamu alaikum à tous les Maliens de Libreville, à tous les Maliens du Gabon. Oui. Assalam déjà à tout le corps diplomatique du côté de l'ambassade du Mali au Gabon. Alors, parce que c'est bientôt la fin de cette émission, je vais vous emmener découvrir, donc à l'occasion de la parution de son livre « Nos ancêtres, les Arabes », on va écouter Jean Pruvot qui revient sur l'apport de la langue arabe à la langue française. On écoute. Aujourd'hui, nous allons évoquer Nos ancêtres, les Arabes. C'est le dernier livre que j'ai rédigé consacré à l'influence de la langue arabe sur la langue française. Alors en vérité, quand nous nous trouvons sous l'Antiquité, on disait qu'il fallait 3 cœurs. Et les 3 cœurs, c'était les 3 grandes langues de l'Antiquité. D'abord, bien sûr, le grec, ensuite le latin, et puis la langue arabe. Si on voulait être cultivé, il fallait pratiquer ces 3 langues. Et puis, en définitive, l'histoire de la langue française a été très marquée, puisque la langue arabe est la 3e langue d'emprunt. Quantitativement, après l'anglais, l'italien, vient la langue arabe qui a 4 fois plus, peut-être 5 même plus de mots arabes venant de l'arabe que de mots gaulois. Alors, quelles sont les différentes voies d'accès? La première, ce sont les croisades. Les croisades, indéniablement, ont été un contact finalement civilisationnel, mais qui n'a pas entraîné beaucoup d'emprunts. On a le mot crack et quelques autres mots. La deuxième, c'est dans le fond la conquête religieuse, et c'est à partir de là toute une série de mots qui sont arrivés, comme émir, comme calife, comme égir, mais aussi des mots comme amiral. Amiral, c'est l'émir de la mer. D'ailleurs, amiral, émir, vous voyez, ça commence de la même manière. Et puis la troisième voie, alors très importante, on est là entre 10e, 11e et même 12e siècle, c'est la voie savante. Et on est à Cordoue, donc au cœur de l'Espagne. L'Espagne est maintenant donc sous l'Empire arabe, et il s'y développe force activité intellectuelle, culturelle, et vont venir là des mots savants. Avicenne, Averroès vont en être les vecteurs, et parmi les mots savants, on va avoir par exemple algèbre, plus lointainement algorithme, qui vient du nom propre de celui qui a créé l'algèbre, et puis on aura bien sûr la chimie et bien d'autres mots qui correspondent au zénith, au nadir, toutes sortes, chiffres, zéro, etc., toutes sortes de mots savants. Vient ensuite une 4e voie, qui est dans le fond la voie commerciale, c'est-à-dire que par l'Espagne, par la flotte arabes tout au long de la Méditerranée, tout autour de la Méditerranée, viennent des mots alors insoupçonnés comme caban, qui est breton peut-être dans sa pratique, mais qui est un mot arabe, comme artichaut, aubergine, orange, potiron, et bien d'autres mots. Et puis, derrière cette voie commerciale, viendra ensuite la colonisation et la décolonisation. Mais auparavant, il faudrait évoquer le pataouet. Alors la colonisation et la décolonisation vont nous apporter des mots un peu différents. Le baroud, un baroud d'honneur, et puis des mots comme le gourbi, des mots un petit peu familiers certainement, le bled, le blédard, et puis le pataouet. Alors le pataouet, qu'est-ce que c'est? C'est la déformation du mot patois, qui venait dans le fond de ceux qui ont colonisé l'Algérie principalement, et donc Bab el Oued, et à Bab el Oued s'est développé cette espèce de langage avec ses sonorités, avec ce son, que des gens comme Roger Hanin et d'autres, Enrico Macias, ont su nous reporter avec beaucoup de chaleur. Alors arrive, derrière la colonisation et la décolonisation, le pataouet, arrive la dernière voie, qui est celle des jeunes, celle du rap, avec des mots comme kiffer, bien entendu, et d'autres, avoir le seum, et quelques autres que nous reverrons ensemble.
Voilà, à l'instant, nous avons écouté à l'instant Jean Pruvot. Il est l'auteur de Nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit. C'était votre rubrique des mots et des origines, oui, parce que la langue française au fil des siècles s'est enrichie de plusieurs mots venant d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons vu l'apport de la langue arabe dans la langue française. Cette émission, c'est la fin. On dit merci à Axel Kumba Ida Ibinga du côté de la technique. Maël Manomba de Mouabi vous a assuré la présentation et la rediffusion, c'est ce soir. Et également, vous pouvez réécouter cette émission sur notre chaîne Facebook ou notre chaîne également YouTube. Merci encore à vous tous qui avez écouté avec beaucoup d'attention cette émission. Je laisse ma place à notre équipe pour vous présenter votre émission Santé et Communauté et bien sûr suivi de Jeunesse et Religion et après les mamans Kotokoli. Ce soir dans le cadre de votre émission, l'invité du corps de garde, c'est bien sûr l'anniversaire. Après un an, plusieurs numéros, nous allons faire le récapitulatif ce soir à partir de 17h. Bonne suite des programmes sur Radio Nord, la passion du savoir. Assalamu alaikum et surtout bon jeûne du mois de Ramadan qui arrive 1440. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.